Alors ça pourrait être un handicap, sauf qu'un mollet moins performant, qui est moins en restitution d'énergie, bah, il est en production d'énergie puisqu'il est moins performant, il va dépenser plus de calories, il va chauffer lors du déplacement. C'est un avantage énorme quand il fait froid en réchauffant toute la partie basse du pied. Tu vas éviter les gelures, éviter surtout les déchirures musculaires, les déchirures du tendon, parce qu'on perd élasticité avec le froid. Hein. Donc, une rupture d'un muscle, bah, c'est incapacitant, et puis tu ne trouves plus de femelles pour te reproduire, ou bien tu deviens un poids pour le groupe. Tu vois. Non, mais c'est incroyable. Donc, tu vois, le gros mollet, c'est une adaptation au froid, c'est complètement. Alors, ça, c'est moi qui le dis, et puis allez me dire le contraire, on va rigoler, tu vois. Comme disaient, j'avais des potes qui travaillent au muséum. Oui, effectivement, on ne peut pas dire le contraire, tu vois. Tu vois. Ah, c'est super intéressant. C'est ce qu'on voit chez les Asiatiques, tu sais, il y a des champions asiatiques actuellement, il y a des jeunes. Il y avait un jeune junior qui était super fort, là, je m'étais un peu engueulé avec un mec qui est payé par le gouvernement pour dire que tout le monde est pareil. Alors que tout le monde n'est pas pareil, je suis insurgé quand je vois ça, parce que c'est emmener des blacks à la blessure et emmener des blancs à la blessure de dire ça. Je dis non, on n'est pas pareil, prenez compte de vos différences pour mieux les maîtriser et pas vous blesser, c'est tout. C'est pas pour dire toi t'es une merde. Oui, parce qu'en fait, ils ont peur que quand tu dis non, on n'est pas pareil, on n'est pas égaux. Voilà. Ils n'ont rien pigé. Je suis plus fort que toi. Ou toi, t'es noir, t'as des petits mollets. Puis le mec, il te sort. Attends, j'ai vu des noirs en bodybuilding. Ils ont des mollets énormes. Attends, tu vois un Camerounais, il y a des Camerounais qui ont des trucs énormes. Des mecs vivant là. Attends, mais ça n'a rien. Je parle globalement. Globalement, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que la façon de dire un peu, bon, on est tous pareils, c'est au nom d'une pseudo-égalité ou d'un. C'est complètement con. On aurait peur de dire ça parce que sinon, ça veut dire oui, bah, moi je suis le meilleur, voilà, j'ai les meilleurs mollets et toi. Voilà, c'est de la bêtise. Et ça, tu vois, c'est une adaptation au froid, tu vois. C'est assez intéressant de voir ça, tu vois. On me dit, c'est vrai, alors que penses-tu de Frédéric, que pense Frédéric de la vie de la théorie de l'évolution de Darwin? C'est où? C'est celle-là, c'est foie de gras. Foie de gras. Qui nous demande ça. Le problème, c'est tout ça est inachevé puisqu'on n'en est qu'au début des compréhensions. Les gens, ils faisaient avec ce qu'ils connaissaient. Darwin, il ne connaissait pas la génétique. Hein. On ne savait pas ce que c'était. Moi, c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Moi, c'est plutôt global. Moi, je trouve c'est-à-dire, tu me poses une question, j'y réponds comme un oracle. Des fois, je peux me tromper, mais c'est rare. C'est parce que tu ne m'as pas donné les bonnes données, en général. Tu sais, je suis une espèce d'ordinateur. Bah, la théorie de Darwin, qu'est-ce qu'il a vu? Darwin, ce que les éleveurs savaient, c'est qu'en mettant une vache et un taureau qui étaient baraqués, ils avaient un petit qui était baraqué, tu vois. C'est tout. Donc Darwin, il est allé sur les îles, il a voyagé avec le Beagle, je crois, je sais pas. Ouais, Il est allé là, c'était une riche famille anglaise, d'aristocrate, je crois, je sais pas. Il y a Pic, si vous voulez l'histoire de Darwin, je conseille Pic parce que c'est un spécialiste là-dessus, et il explique bien l'histoire de Darwin, c'est pas mon truc, c'est un prof, il fait des conférences là-dessus, allez le voir. Donc Darwin, il s'est aperçu que sur les îles Galapagos, c'est ça, hein, il a étudié les pinsons particulièrement, tu sais. Et puis, les iguanes aussi. Les iguanes, oui, les iguanes. Mais il s'est aperçu qu'il y avait des pinsons, puis il s'est dit, mais tous ces pinsons ont un point commun, ils doivent dériver d'une espèce commune, ils sont tous des communes. Mais simplement, il s'est aperçu que ces pinsons s'étaient adaptés au milieu, il y avait eu un changement de bec et de forme adapté aux fruits, aux graines que tu trouves sur les îles. Tu vois. Et il avait dit, il y a un long changement par adaptation des caractères les plus adaptés au milieu. Et donc, il en avait déduit qu'il y avait une évolution des espèces. Hein, d'ailleurs, qu'on partait d'une certaine espèce, que lentement, les espèces changeaient en une autre. Alors ça, en cela, il n'a rien vu d'extraordinaire, mais il a réussi à en apporter les preuves, si tu veux, les preuves de cette évolution et ce passage d'une espèce à une autre. Tu vois. Sauf qu'en vérité, il s'est planté, il n'avait pas le recul, le mec, il travaillait avec les outils de l'époque, sauf qu'on s'aperçoit maintenant que le passage d'une espèce à une autre, il est beaucoup plus rapide que ça, et qui se fait sur des crises du milieu, si tu veux. Et il ne connaissait pas du tout, il n'en connaissait pas les principes, hein, lui. On a commencé à comprendre, c'est pas ma spécialité, à comprendre un peu le principe du passage des caractères avec le moine au petit pois, là, Mendel, qui était slovaque ou tchèque, je ne me souviens plus, bon, il étudiait les petits pois, et il s'est aperçu que certains caractères ne pouvaient pas s'exprimer tout de suite, hein, tu vois, et des caractères récessifs ou des caractères qui s'exprimaient tout de suite. Le père pouvait, par exemple, transmettre, moi je ne connais pas, pouvait transmettre son caractère au
Au petit, le père et la mère transmettaient son caractère donné. C'est quand il y avait uniquement les deux qui avaient un caractère donné qui pouvaient le transmettre. Et des fois, un caractère pouvait sauter une génération ou deux en fonction de si les deux parents avaient des grands-parents qui avaient ce caractère. Tu vois. Et lui, c'était en étudiant les petits pois. Tu vois, c'était les petits pois. Bon. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait des caractères qui étaient dormants, d'autres qui se transmettaient. C'est pas ma spécialité, mais voilà. Donc, il y avait quand même une approche. Il a compris un peu qu'il y avait une espèce d'approche de transmission de caractères qui ne pouvaient ne pas s'exprimer ou s'exprimer en fonction qu'il y ait un ou deux parents, tu vois. Et qui, des fois, pouvaient être latents et durer très longtemps. Tu vois, c'est très particulier. Mais aucune notion de génétique. Les mecs, ils étaient dans c'est la petite lumière dans les ténèbres et on voit pas loin, tu vois. C'est pas c'est la lampe de poche, c'est le briquet et pas le 1000 watts, tu vois. Donc ils étaient comme ça. Et puis c'est qu'à partir du microscope électronique, de l'imagerie médicale, qu'on a commencé à voir la génétique, tout ça, les transmissions, mutations. Alors on s'est aperçu qu'il y avait des mutations. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui est évident, c'est que le milieu accélère vraiment les mutations, si tu veux. Et puis, il paraîtrait qu'on serait dans une phase de transformation générale, qu'on constate des mutations de notre ADN en ce moment. Ah oui, parce qu'on est confronté de plus en plus de polluants, parce qu'on a un changement quand même très rapide. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que, plusieurs choses, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, hein, mais le milieu change énormément, influe énormément sur notre patrimoine génétique en le modifiant. Hein, ou en exprimant, en fonction du milieu, des gènes qui sont dormants ou pas. Tu vois, il y a Et quand il y a une crise du milieu, on se retrouve avec un changement, par exemple, on se retrouve avec du stress. Alors le stress, par exemple, le stress va produire des molécules qui sont en général très négatives pour l'individu et qui vont entraîner des modifications, des mutations qui en général sont 99% négatives. Hein, c'est-à-dire que confronté à un changement de milieu, dans un milieu qui devient instable, changement de température, changement de polluants extérieurs, parabènes dans les biberons, je ne sais pas moi, calamine extérieure, stress au boulot, tu vois, changement de structure sociale, tu te retrouves avec une accélération des mutations. Tu sais, on peut faire des cancers, on peut faire des accélérations, mais ça joue sur ton patrimoine génétique, et puis tu peux transférer ça à tes petits. Alors en général, c'est souvent négatif. Sauf qu'il peut y avoir une mutation qui peut être positive pour l'espèce, et celle-là, ça sera la porte de sortie pour s'adapter justement à ce changement de milieu. Alors après, il y a les gènes exprimés ou non exprimés. Moi, je dis encore, c'est pas ma spécialité. C'était la grande famine dans la Seconde Guerre mondiale en Hollande, je crois, hein, c'est ça. Hein. On s'est aperçu que les femmes qui avaient vécu des carences très importantes alimentaires, quand elles étaient enceintes, avaient transmis à leurs petits des mutations, tu vois, qui faisaient que les petits avaient des problèmes d'obésité, de diabète, tu vois, qui sont en rapport, en réalité, ces carences alimentaires de la maman qui se retrouvent sur des petits qui vont stocker du gras. Tu vois, donc en fin de compte, c'est des espèces on va dire de transformations qui sont en latence dans l'être humain, qui ne s'activent qu'en fonction du milieu, tu vois. C'est des trucs qu'on a déjà vécu et qui sont pour sauver l'espèce, mais qui sont mauvaises si tu retournes dans la nourriture abondante, tu vois. C'est très, très particulier, tu vois. J'étais avec un Wallésien hier. Les Wallésiens, tu sais, c'est Israël machin qui chante. Enfin, c'est pas un Walésien, lui, c'est un Hawaïen, mais c'est le même principe. C'est des mecs des îles, c'est Over the Rainbow, tu sais. Il est gros comme ça, puis les Wallésiens, ils sont gros, ils sont balèzes. Ouais. Mais tout ça, c'est qu'il y a eu une super sélection. Il y a eu un changement de milieu avec ces. Moi, je dis, c'est après la conquête après les hommes sur la Lune, je dis que la plus grande conquête de l'homme, c'est quand même c'est traversée du Pacifique, qui est quand même un truc exceptionnel. Alors, c'est des grandes pirogues. Et puis, lesquels qui ont survécu, c'est les plus gras. Tu vois, il y a une sélection très intense sur les plus gras. Alors que c'était valable. Parce qu'il fallait certainement les rester longtemps en mer. Ouais, donc, et puis ceux qui assimilaient mieux les protéines. Tu vois. Et puis en plus, ils devaient avoir un stress énorme, un stress terrible qui a dû accélérer justement aussi, quand ils sont arrivés là-bas, les mutations, tu vois. Parce que le stress accélère la mutation. Quand on est stressé, quand dans un milieu changeant, il va y avoir une accélération des mutations. Tu vois. C'est vrai que les Wallisains, ils ont tous des physiques. Ah oui, parce qu'ils ont passé des bras de mer énormes. Et ceux qui ont survécu, c'était les plus gras. C'était les plus gras.
Tu vois, et ceux qui assimilaient mieux les. Alors quand ils repassent en suralimentation avec par exemple des McDo ou des chips, ça fait alors là, ça fait carrément, ouais, là c'est une et horreur. puis Ouais. les Anglais, comme dit, qui sont des mecs pragmatiques, ils se sont aperçus que c'était pas bien de faire payer des places à ces habitants des îles pour les faire voyager d'une île à l'autre. Ils les faisaient payer au kilo maintenant. Ah oui, le pragmatisme anglais pour être moins perdre d'argent sur les vols inter-îles. Les enfoirés un peu. C'est les Anglais, hein, ce sont des commerçants qui sont coincés sur leur île et qui regardent comment survivre et négocier. C'est le pragmatisme anglais. Donc il n'y a pas méchant ni gentil, mais tu vois, c'est ça. Donc les Wallisiens, c'est ça. Donc il y a ce coup aussi des gènes exprimés, puis il y a aussi ce coup de ces mutations aléatoires. Alors moi je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Hein. Dieu est derrière tout. Il ne faut pas croire, il n'y a pas de hasard. Ces mutations aléatoires ce sont des mutations aléatoires de cadre physique très strict du monde. C'est-à-dire, il y a des lois qu'il ne faut pas dépasser, que tu ne dépasseras pas. Mais entre ces lois, tu as un chemin qui peut être multiple. Donc, si on mute en permanence, on a des mutations aléatoires, c'est une cyclique, une mutation qui entraîne des mutations. C'est aperçu que ça, à peu près, les généticiens pour me corriger, moi, ce n'est pas ma spécialité. C'est tout simplement, c'est en général négatif, hein, mais c'est pour qu'à chaque génération, il y ait. Alors, on pourrait être hyper adapté au milieu. Tu vois, on sélectionne que les mutations les plus adaptées, c'est parfait, et après, il n'y a plus de mutations. Mais le fait d'entretenir des mutations qui sont en général très mauvaises permet, en cas de changement de milieu, d'avoir la porte de sortie pour l'espèce. Et comme j'ai dit, Dieu veut toujours le bien du groupe. Tu comprends? Et si ça passe par la case d'un individu, ça passera par la case d'un individu, le sacrifice d'un individu. Jésus sur sa croix, tu vois, je me sacrifie pour vous. Mais c'est ça Dieu, tu vois, on cherche le bien que la vie perdure, que la vie continue. Donc tu vois, ces sélections sélectionnent en fin de compte, ces mutations permettent d'avoir un réservoir de possibilités en cas de changement, et dans ce réservoir, 99 mauvaises, et tu as la survie de l'espèce. On a la survie de l'espèce, ouais, Voilà. c'est très intéressant. Alors on me dit, voilà aussi, alors il y a pas mal de questions. Ouais, voilà. Il me dit, le photographe évoqué, c'est Robert Doisneau, oui. Robert Doisneau, voilà. C'est ça que tu disais. Il était là-bas, il était derrière moi. Merci, il a dû faire les mêmes cours avec moi. Robert Doisneau, il était avec toi? Ouais, c'est ça. Le fameux Robert Doisneau. Ouais, il avec était les amoureux de l'hôtel de ville. Voilà, on avait le meilleur prof, je pense, le meilleur prof d'anat et de morpho au monde, en France. Hein. On en a beaucoup dans le monde, mais lui, il était une bête. Et moi, j'ai fait 9 ans, j'ai photographié tous ses cours. Et si je suis l'homme que je suis dans mon domaine, c'est grâce à lui, c'est grâce à Jean-François Debord, qui détestait la musculation et qui me détestait parce que je faisais de la musculation. Voilà. Et que ça ne correspondait pas du tout au milieu bourgeois dont il rêvait de faire partie. Donc, n'étant pas de ce milieu, mais ceci dit, c'était un prof exceptionnel et je suis le digne héritier de sa pensée. Donc, tu m'as détesté, mais c'est moi qui t'ai fait briller dans le monde entier. Alors, on me dit quoi aussi? Bonjour monsieur Delavier, c'est un grand honneur de vous avoir en live. J'ai une question à vous poser concernant la musculation du corps humain. Quelle est la différence entre un Européen, un Africain, un Asiatique au niveau musculaire pour prendre de la masse? Y a-t-il une facilité de se muscler pour certains? Il y a une prédisposition pour certaines ethnies à se muscler plus que d'autres. Oui. Ouais. Clairement, quoi. Clairement. Les Africains, ils sont plus faciles. Pas tous les Africains. Non, mais... c'est simple. Hein. Parce que moi, je sais pas, alors pareil, gros cliché peut-être, mais j'ai l'impression qu'en Afrique, les gens sont plus musclés. Ils sont plus dessinés, voilà. Oui, mais ici, parce qu'ils n'ont pas de gras, pour pas avoir ce manteau de gras qui les fait monter en surchauffe. D'accord. Parce que vraiment, ça, c'est flagrant quand même. Ah oui, un Européen, il est grassouillet. Tu vois, voilà, les Africains, ils sont hyper dessinés tout le temps. Tu te dis, putain, on dit même les mecs qui naissent avec les plaques de chocolat, sans se forcer. Quand je vois tous ces Européens, ces jeunes, qui veulent être cut en Harry Potter sec pour ressembler à leurs idoles, je dis, mais vous êtes des gros cons. C'est-à-dire, un Européen, sauf naturellement sec, il n'est pas fait pour être très sec. Si tu veux monter, si tu veux descendre en sèche pour avoir le taux de gras externe d'un Africain, t'es un con. Tu vas être en carence, pas calorique, parce que tu vas arriver à régler ta calorie, mais en carence nutritionnelle sur les micro-éléments qui vont faire que tu vas dégénérer. Les mecs, ils sont en riz blanc, tu vois, un peu de salade, riz blanc, un peu de fruits, un peu, pas beaucoup, et un blanc de poulet. Mais il leur manque l'essentiel pour tenir longtemps. Tu vois, les mecs, normalement, un Européen, il va être en trop grande carence pour maintenir son gras. Donc il va progressivement détruire ses tissus. Et on voit beaucoup de... Alors moi j'ai dit tout le temps, tu sais, le syndrome Callas. Le syndrome de Callas, c'est le syndrome des bodybuilders, j'ai appelé comme ça. Callas, c'était une grosse dondon européenne. Tu sais, c'était une grosse grecque, faite pour faire plein d'enfants, avec une voix magnifique.
Elle a voulu ressembler à Audrey Hepburn. Et quand elle allait sur scène, au départ, on lui balançait des tomates. Elle avait beau chanter merveilleusement parce que c'était, quand tu as un rôle de jeune première qui chante merveilleusement et tu vois arriver un truc de 100 kilos, 110 kilos, ça le fait pas, tu vois. C'est méchant, mais ça le fait pas. Donc, elle a mis une belle ossature et elle a voulu maigrir. Elle a fait un régime drastique, c'était pas comme maintenant, elle ne connaissait pas tout. Elle s'est mise à maigrir à fond la caisse, faire un régime, elle mangeait quasiment plus rien. Elle a conservé sa belle voix et elle est devenue magnifique. Maigre, fine, tu sais, cette belle structure osseuse massive quand même d'une bonne campagnarde grecque. Le problème, c'est qu'elle était en carence alimentaire. Elle a gardé sa voix quelques années, tu vois, quelques années. Elle était belle, donc elle a fait le top. Tout le monde est magnifique, regardez cette beauté qui chante merveilleusement bien. Le problème, c'est qu'à force d'être en carence alimentaire, ça me gratte un peu le nez, une poussière. À force d'être en carence alimentaire, elle a commencé à être en carence de collagène, par exemple, tu vois, de collagène, et elle a fait une dégradation des fibres de collagène. Alors, fibres de collagène au niveau des muscles. Alors, chez les bodybuilders, on rencontre ça, au niveau des muscles, des cordes vocales. Elle a commencé à perdre sa voix parce qu'elle était en carence de micro-éléments, particulièrement collagène, vitamines, acides gras essentiels, et particulièrement collagène. C'est le collagène, la structure. C'est les muscles, les éléments contractibles, et puis une espèce de structure qui maintient tout dans le bon sens, qui fait les fascias et qui fait les. Tu vois. Donc dégradation, on lui a filé des anti-inflammatoires, ça a dégradé encore plus. Elle a perdu sa voix, dépression, elle a abîmé les muscles du cœur, les muscles des poumons, puis elle a fini par mourir assez jeune à cause justement de ce régime drastique qu'elle faisait. Tu vois. Et elle a perdu sa voix, elle a perdu. Et les bodybuilders, les Européens, souvent, qui veulent rester secs, sur des années, ils finissent par avoir des pathologies. Ils sont en hypercalories protéines, ils arrivent à gérer l'hydrate de carbone, ils maintiennent de la masse, alors ils maintiennent certains avec des produits, mais à force de manger pas gras et de ne pas manger de collagène, de ne pas manger par exemple de peau, ils mangent que du blanc de poulet, tu vois, pas d'articulation. Alors maintenant, il y a des compléments il y a le peptane, il y a du collagène en poudre, hydrolysat de collagène. Ils se retrouvent avec des problèmes justement de dégradation de ces structures et puis ils finissent avec des problèmes cardiaques, problèmes de vaisseaux, rupture de vaisseaux qui manquent de collagène. Et puis on se retrouve avec des pathologies de bodybuilders qui meurent d'un arrêt cardiaque, d'une rupture de vaisseau, balèze, quadripède, mais en fin de compte, plein de carences. Ce sont des anorexiques énormes. Tu vois. Et ça c'est l'Européen. Alors, tu as moins ça chez les Africains. Parce que l'Africain, il n'est pas obligé de descendre pour être sec, tu vois, pour être niveau concours. L'Africain, IFBB, je voyais des mecs qui parlent d'IFBB. Il est obligé. IFBB, c'est les fédérations de bodybuilding, parce qu'on a les amateurs de Meta TV, et puis on a aussi les gens qui suivent mes interventions sur la musculation de bodybuilding. Et les blacks, en général, ils ne sont pas obligés de descendre en calories comme un Européen pour être cut and ripped, c'est-à-dire pour être sec et dessiné, pour avoir les juges qui vous jugent, ah t'es bien, regarde ce muscle, il est beau, tu vois. Par contre, ils vont être obligés de faire des saunas, de faire beaucoup de cardio pour évacuer la flotte. Eux, c'est plutôt rétention d'eau. Tu vois. Adaptation climatique, on est tous, on est les enfants du climat. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même comme ça des grandes différences anthropomorphiques quoi, entre les ethnies. Alors, on me dit aussi, concernant la question des ethnies, pourquoi si les races n'existent pas et que les morphologies ne dépendent que du climat, comment expliquez-vous qu'un Sud-Américain ne ressemble pas vraiment à un Subsaharien? Quoi? En fait, il dit que justement, que si on explique les climats, mais en même temps, justement, le climat sud-américain, c'est pas du tout le même que le subsaharien. Avant de répondre à cette question, je voulais parler des Africains, des morphologies, et les sprinteurs, par exemple, les grands balèzes. Ouais. On parlait des grands balèzes. J'ai zappé l'histoire du grand balèze. On retrouve des grands balèzes dans des régions où il y a eu, en général, où il y a une abondance calorique et il y a peu de disette, peu de carence. Ouais. Donc il n'y a pas de sélection des petits. Les petits, ils consomment moins qu'un grand. Donc en cas de carence, en cas de changement de milieu, de carence alimentaire, de carence calorique, de pénurie calorique, qui est-ce qui passe le premier? Parce que c'est un gros moteur qui consomme, c'est les grands. Donc tu as une régulation de la taille et du volume des individus et de musculature des individus dans les zones où tu vois où il y a eu depuis très longtemps peu de carence calorique. Donc quand il y a eu peu de disette, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mecs. Il y a un mec costaud, tu vois. L'Allemand du Nord, tu vois, l'Allemand du Nord, il a très vite régulé son alimentation, son apport calorique par le lait.
tu vois. Donc adaptation à l'enzyme lactase, du cochon, du lait, tu vois, et puis il était tout le temps en pléthore calorique grâce à ce lait de vache. Alors il y a dû avoir une casse due au mec qui n'assimilait pas l'enzyme lactase. Donc quand je dis tout le temps, un petit enfant qui a une bronchite et à qui tu fais boire du lait et qui fait une réaction au lactose, tu vois, donc il n'a pas l'enzyme lactase, il va faire des muquosités, et puis ces bactéries ne vont pas sortir, puis sa bronchite va se terminer en pneumonie plus diarrhée, il va mourir. Tu vois, la nature est dure, mais c'est pour le bien du groupe. Hein. Donc les Allemands, eux, ont très vite régulé, c'est pour ça que tu vois des grands gaillards qui poussent au quartier. Ils sont grands, les Hollandais aussi. Ah ouais, voilà, ouais, ils ont du lait. Ouais. Ils ont grandi, alors ils ont eu quelques trucs, mais ils ont quand même très vite régulé ça, donc ils se retrouvent avec pas de sélection sur les petits, tu vois. D'accord. Parce que oui, c'est des peuples grands, bon, voilà. Donc ça pourrait être une explication. Ah oui, bah, les J'ai vu Africains que les Hollandais, c'était les plus grands du monde. Voilà, les Africains subsahariens, Hollandais, Danemark, Allemand du Nord, Voilà, ouais. c'est le même climat avec de l'herbe verte, froid humide, mais pas hyper froid, mais froid humide, il pleut en permanence, c'est horrible. Tu as de l'herbe grasse et tu as des vaches et les lâches, tu les traites toute l'année, tu vois. Et donc tu as du lait, tu as tout le temps un apport tu mets de l'herbe de côté. Donc, comme je dis tout le temps, s'ils sont grands, c'est parce que l'herbe est verte chez eux. Tu vois, tout est lié, tu vois. L'Allemand est grand, l'Hollandais est grand, le Danois est grand, parce que l'herbe est verte. Et les vaches grandissent très vite et font du lait en permanence. Donc tu vois, c'est ça. Et on se retrouve avec des petits, au contraire, c'est où il y a quand même parfois des manques caloriques. Donc les mecs trop grands sont... Par exemple, les Italiens, ils sont moins grands que les Hollandais. Ils sont moins grands que les Hollandais. Il y a peut-être un peu moins à manger, c'est plus sec. On n'a pas géré le lait de la même façon. Il y a à manger, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus méditerranéen. On gère, c'est vrai que quand tu manges, eux, ils sont sur le blé, sur la viande. La viande est de très bonne qualité, tu en as un peu moins dans la bouffe, ils te mettent plutôt du blé, tu vois, moins en protéines. Et puis en plus, surtout la taille est surtout dictée par le lait. Le lait qui fait pousser au cartilage de conjugaison, tu vois, et donc c'est pour ça que les Allemands poussent en hauteur, à cause de cette alimentation lactée, avec beaucoup de calcium, beaucoup d'IGF-1, alors maintenant beaucoup d'apports de gras dans le lait, tu vois, des mesures très grasses qui fait pousser, donc on pousse avec le lait au cartilage de conjugaison, tu vois. Alors en Hongrie où il y a moins de lait, les mecs sont costauds parce qu'il y a pléthore alimentaire, ça fait des mecs costauds, mais qui sont tout le temps plus petits que les Allemands, parce qu'ils n'ont pas de lait, et parce que c'est chaud et sec, mais avec le sol qui est tout humide, alors on fait du maïs, on fait du cochon, donc on est testostérone, on est avec balèze, on a un peu de cholestérol, hein, donc, mais bon, c'est un problème cardiovasculaire, mais on a beaucoup de maïs, on a des poules, des oies, on a tout ça, mais on n'a pas de lait, tu vois, donc on ne va pas pousser comme ça, tu vois, c'est ça. Par contre, tu vois, comme on n'a pas de lait, on a des bœufs qui sont dans les champs, qui traînent, on ne peut pas faire de race à lait. On fait des races plutôt, des grosses races costauds qui poussent lentement. Et la viande de bœuf, on ne peut pas en manger beaucoup, on la mange en ragoût, en goulash, tu vois. Oui, parce qu'elle est trop dure, parce qu'elle est vieille. Oui, parce qu'elle est vieille. Et nous, les steaks, les pays où il y a du steak, par exemple, c'est les pays où il pleut beaucoup, où tu sais, le steak d'Argentine, il doit pleuvoir à cet endroit-là. Irlande, tu sais, Irlande, on fait des vaches d'Irlande, tu sais, on dit irlandaise. Ça, parce que l'Irlande, c'est connu pour être pluvieux et vert, tu vois, pas leur drapeau, mais comme leur trèfle, tout ça. Donc c'est ça, tu vois, tout est lié. Tout est lié, non, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Et justement, t'en penses quoi? Ils me disent, que pense-t-il des champions pro? J'avais pas terminé. Et sur les Africains, pour en venir aux Africains subsahariens, eux, ils sont entièrement au sucre, tu vois, et pas en gras. Et ça fait des mecs très massifs qui grossissent très facilement. Donc souvent, ils viennent Afrique de l'Ouest, les champions FBB noirs. Souvent, ils doivent avoir des origines comme Kay Green, que j'aime beaucoup, qui est un ami qui doit avoir des origines d'Afrique, afro-descendants, mais d'Afrique de l'Ouest, hein, subsaharienne. Eux, ce sont des mecs qui ont été très très rarement en carence, leurs ancêtres, en carence alimentaire. Donc des grands mecs costauds, tu sais, qui sont tout le temps suralimentés. Alors les pygmées, c'est pour une autre raison, parce qu'ils ont un milieu, je ne suis pas à peine d'en venir ici, de parler de ça ici, mais donc n'étant jamais en carence, ça fait des mecs très gros, tu sais, c'est les lutteurs sénégalais qui font 130 kilos, qui sont grands, qui sont baraqués, tu vois. Et tous ces mecs viennent à peu près de la même région, tu vois. Comme comment on appelle ça, la tribu des Maasai aussi, alors, ils sont grands. Et justement, j'ai une copine canadienne qui m'a parlé, très gentille, je lui ai demandé qu'est-ce que mangent les Maasai? Du lait, du lait, des patates, alors c'est pas les mêmes patates, et du chou. Qu'est-ce que mangent les Allemands? En gros, la même chose. En gros, la même chose. Alors, ils ont des morphologies d'Africains, donc le bassin étroit, les fesses grandes, tout ça, et ils poussent au quartier des grands mecs. Ouais. Et tu te retrouves avec les Allemands, pareil, les grands mecs, mais comme l'Allemand,
le changement de bassin interviendrait sur beaucoup plus de générations. Ils n'ont pas le bassin adapté à des grandes jambes. Il reste un bassin d'Européens, comme je disais tout le temps, je voyais les Allemands se déshabiller sur les lacs, les lacs de Bavière, je regarde à côté, tu vois, comment ça s'appelle, vers Munich, tu vois. Munich, j'allais sur un lac, et tu vois des grands mecs arriver, des beaux mecs, grands blonds, tout ça. Et puis au moment où ils tombent les habits pour se mettre en maillot de bain, tu vois le bassin large, le cul large et du gras. Alors là, ah merde. Alors c'est pour ça que tu vois, les uniformes allemands de la Seconde Guerre mondiale, c'était on serrait la taille, on faisait ça en sachant qu'on compensait pour l'esthétisme. D'accord. Ouais. L'esthétisme allemand. Hugo Boss en plus. Ah bah, Hugo Boss, voilà. Hugo Boss, on a Hugo Boss adapté aux Allemands, tu vois. L'uniforme de la Waffen-SS. Non, oui, c'était ça. Ouais, je vois, c'est ça. Il y avait les Voilà, SS et puis même la garde d'Hitler. Ouais, mais tout le monde était à l'époque. Hein, quand on dit qu'il y avait quelques résistants communistes, mais même quand les Allemands sont communistes, ils sont très durs aussi. À Berlin, ils se battaient et tout. Quand l'Allemand est quelque chose, qu'il soit vert, grune ou communiste, ils sont tout le temps embrigadés, pam, 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 pam. Tu vois. En plus, toi, tu connais bien le monde germanique et tout. Bah, je connais par obligation, vu que mes gènes sont déposés en Allemagne. D'accord. Yeah. Comprenne qui pourra. Après, alors justement, on nous dit... J'ai gagné. T'as gagné. Comme je dis à la mère de mon fils, je lui dis toujours, dans notre combat, c'est moi qui ai gagné parce que j'ai déposé mes gènes en Allemagne. C'est moi qui vous envahis. On me dit, que pense-t-il des nouveaux champions pro IFBB par rapport à la génération de Arnold Schwarzenegger? Tu connais, toi? Bah, Arnold Schwarzenegger, oui. Les champions pro IFBB. Bah non, ça je connais pas. Bah non, c'est pas ton truc. Ah non. Non, ah ouais, je suis pas un gros ils sont énormes, mais ils mangent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes compléments alimentaires. C'est quoi? C'est des gros balais là, les mecs? Ah non, pour la faire rapide, à l'époque, ils avaient uniquement on va dire les stéroïdes, le dianabol, le testostérone, les injections. Ouais. Et puis après, ils sont passés à l'hormone de croissance. Donc, on a un changement, et puis aux peptides pour manger. Donc, avant, c'était testostérone, et maintenant, et dianabol. Et maintenant, c'est testostérone, dianabol, et puis hormone de croissance. Non, voilà, donc ça pousse dans tous les sens. C'est pas très bon pour la santé, mais bon, c'est le monde. C'est les abus, des choses, mais bon, ils gagnent leur vie comme ça. C'est leur passion, ils font des relations. Eh ben, ok, bah, en tout on cas, ne jugera pas. On va faire une petite pause, la deuxième pause, et on prend, en troisième partie, on ne prend que les questions des méthadotes. Et en plus, de toute façon, il y en a plein, on ne pourra pas répondre à tout. Donc, bon, on va sélectionner. De toute façon, il y a plein de questions auxquelles, tu sais, finalement, on a répondu. Tu vois, comme on est habité du créationnisme. Je peux parler du créationnisme. Ah. Je te parle de Dieu. Eh ben, on en parlera à la troisième partie. On mélangera, on fera un pot pourri, comme on dit, de toutes les questions. La régie, elle est prête. Tout est lié sur Terre. Eh ben voilà, tout est lié. Et c'est pour ça que c'est la pause. À tout de suite. Voilà, donc de retour, toujours avec Frédéric Delavier, toujours, hein, on est dans l'explication, là il y en a ce soir t'as certainement détruit les illusions de certains, c'est très bien. Alors on me dit, t'imagines, voilà, il y a 40 milliards de questions, alors on va essayer de répondre, allez au maximum. Je connais pas tout. Hein. Alors on me dit, tiens, celle d'après, on me dit, peut-on associer crudivorisme et végétarisme avec prise de masse musculaire? En biologie de l'artigot. J'avoue, il est venu ici, il est énorme. C'est comme on dit élevé au bananier, enfin tu vois, le mec il est énorme et on dit je mange de la salade. Alors tout d'un coup... oui, bien sûr, le monde moderne nous le permet. Hein. Il y a des magasins bio en bas de chez toi, tu peux trouver tous les végétaux qui viennent du monde entier pour avoir à peu près un ensemble assez homogène. Mais quand tu restais avant en Europe, sur des zones bien particulières, comme les Néandertals, comme les Européens, comme les Inuits, évidemment tu ne pouvais pas. Hein. Mais maintenant c'est possible, grâce aux trains nucléaires, aux camions à diesel. Et tu peux, hein, bien sûr, hein, et faut pas être hypocrite, hein, ça se passe comme ça aussi. Alors tu peux aussi cultiver toi-même, mais bon, tu verras quand même que cultiver tous tes végétaux, ça demande beaucoup d'énergie et en général, tu en dépenses plus que tu en récupères. Tu vois, et c'est pour ça qu'on mettait des animaux qui tiraient, qu'on avait des esclaves, il y avait une espèce de travail collectif. C'est pas évident, quoi, tu vois. Mais bon, on peut, hein. Maintenant on peut. En tout cas, c'est compatible. Maintenant, c'est compatible. Et puis le crudivorisme, c'est excellent. Hein. T'as testé toi un peu dans ça, ce genre de... c'est souvent mieux, alors que... oui, parce que la cuisson détruit pas mal de vitamines. Ouais.
Et puis c'est vrai que maintenant... Mais genre on mange tout cru, genre les légumes, les machins, les Non, trucs, mais il y a moyen de faire... Oui, parce que si on mange que des végétaux, le temps de digérer, on va gonfler, c'est pas évident. C'est en ça que je rejoins un peu Thierry Casanova, que tu avais reçu, que j'aime beaucoup, qui est un mec... alors moi, je le mets tout le temps sur mes Facebook, hein, ce qui fait que plein de gens aiment bien et se mettent un peu à ça. C'est vrai qu'on manque, dans notre société occidentale, industrialisée, hein, on a très vite géré le fait de manquer de calories, hein, donc de manquer d'hydrates de carbone, des éléments de base, hein, les briques qui constituent dont le corps a besoin, les briques principales, hein, c'est-à-dire les hydrates de carbone qui sont le carburant, les lipides qui sont un carburant aussi, et puis on va dire les protéines, acides aminés qui sont les briques de construction du corps, tu vois. Bon, c'est grosso modo, hein, c'est pas mon truc. Le problème, c'est que avec cette alimentation industrielle très rapidement obtenue, tu vois, on manque énormément d'oligo-éléments, de micro-éléments, de vitamines, tout ça essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, tu vois. Et alors on se retrouve avec des maladies de civilisation, c'est-à-dire qu'on est gavé en chips, on est gavé en protéines animales, pas forcément de bonne qualité, en acides gras, en gras, en mauvais gras, hein, donc on a tout, on peut se développer, on peut grandir, on ne mourra pas de faim. Le seul problème, c'est qu'il va nous manquer plein de micro-éléments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, au bon fonctionnement du système nerveux, du système endocrinien. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle des maladies dégénératives de civilisation parce qu'on n'a pas les... quand on mange un poulet, c'est pas le poulet de mamie qui a vécu, qui a vécu dans le jardin à manger des plantes qui étaient gavées, qui étaient des plantes qui étaient... riches en vitamines, oligo-éléments. On leur donne juste des calories et ils sont nourris en batterie. Tu n'as qu'à voir, c'est une horreur. Ils ne voient jamais la lumière du jour. Ils sont sélectionnés. Alors, tu vois, c'est des grosses espèces de gros poulets dans les élevages qui sont des milliers. Ils ne voient jamais la lumière du jour. Ils sont tout blancs, sans mélanine. Ils ont des problèmes cardiaques. Ils ont des énormes pattes pour faire comme je t'ai dit tout à l'heure, des grosses cuisses qui sont mis dans le commerce, pas beaucoup de gras. Puis en fin de compte, on enlève la peau et puis on se retrouve avec juste de la protéine et puis peu de collagène, peu de bonne graisse, d'acides gras essentiels. Hein, ils réduisent en plus. Donc on a un énorme problème et puis on arrive avec des maladies dégénératives. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut compenser ça par justement une absorption intense de fruits et légumes pour retrouver tout ça. Mais alors les fruits et légumes qu'on a dans le commerce, ça pousse à pleine vitesse avec de l'engrais. Et ça n'a pas le temps d'accumuler tous ces oligo-éléments tirés de la terre, tu vois. Donc c'est un gros problème. Donc on est obligé de manger 3 à 4 pommes pour avoir l'équivalent d'une pomme, hein, pas en quantité calorique, mais en quantité vitamines, oligo-éléments, tout ça, d'une pomme de mamie d'avant, tu vois. Donc c'est le problème. Donc après, tu es obligé de bouffer des quantités industrielles de légumes et de pommes pour te retrouver en rééquilibrage. Et à ce moment-là, tu gonfles, tu fermentes, tu pètes, tu manges toute la journée, ça devient complètement débile. Donc, c'est ce qu'avait dit Casanova, on était arrivé à la même conclusion. Hein. L'idéal, c'est de faire des jus, des centrifugeuses ou des... comment ils appellent, une centrifugeuse et l'autre, une extracteur de jus. Extracteur de jus, ouais. C'est quasiment la même chose. Hein. Il y en a un qui est plus cher que l'autre, maintenant il baisse ses prix. Mais bon, ça chauffe pas, c'est pas vrai, puisque on dit que ça chauffe, mais c'est un argument publicitaire de vente. Mais l'avantage, c'est que tu compresses tout ça, et puis au lieu d'avoir ton organisme qui est plein de fibres, alors les fibres c'est indispensable aussi, mais là, en avoir une quantité industrielle, ça devient négatif aussi, parce que tu n'assimiles plus rien. Donc l'avantage, tu te fais des jus le matin, hein, tu peux vivre, tu peux faire beaucoup de jus, tu en mets beaucoup, alors ça coûte un peu cher, et puis comme ça, tu arrives à te rééquilibrer en oligo-éléments, en vitamines, et puis à compenser ce problème de société quand même, qui est un problème de société. On voit les gens, quand on voit surtout dans les quartiers pauvres, qui n'ont pas accès à la bouffe bio, qui partent pas en vacances, ils ont la peau un peu grise, ils ont des boutons, on sent que c'est de la mauvaise bouffe. Hein. Alors par contre, ils sont gras, hein, on voit les mecs, c'est en Amérique, on voit les gros obèses, ils sont suralimentés, mais au niveau oligo-éléments, c'est la merde, quoi. Tu vois, donc on est dans un problème de société. On a réduit le problème de la sous-alimentation et on se trouve perdu dans le problème du manque d'oligo-éléments, vitamines, tout ça. Bon, et compensé avec des vitamines du commerce, des groupes d'industrie pharmaceutique, c'est pas forcément la solution parce que
Dans les vitamines, dans les fruits, les légumes, tout ce qu'on trouve comme ça, hein, les noix, on va trouver les vitamines essentielles, mais il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas encore qui agissent en synergie, tu vois. Par exemple, on parlait de la spiruline. Tu connais? C'est une espèce Ouais, d'algue. la spiruline, c'est une algue. Alors c'est bien, c'est bon, c'est sympa pour les végétariens, sauf que le problème, au niveau quantité, ils te vendent des pilules, ils te vendent 3 pilules, c'est ridicule. Ça vaut une fortune, et pour pas beaucoup de quantité de protéines d'acides aminés, tu vois. Alors moi j'aime bien le goût, dans les pâtes c'est bon, spiruline, pâte aux spiruline, c'est super bon, mais dire qu'on veut complémenter, qu'on veut remplacer la viande par la spiruline, c'est griller des billets, tu vois, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher, ouais. Tu vois. Alors c'est pour ça que j'avais vu, je crois, sur Casanovas, là, il y avait un des mecs, alors je sais pas si c'était lui, c'était plutôt le mec qui l'avait invité, là, qui essayait de faire venir de la spiruline en quantité pour pouvoir justement s'alimenter, essayer de baisser les prix parce que c'est pas assez efficace à cause du prix quantité, tu vois. Mais bon, c'est bien, hein, si tu es Normalement, c'est producteur. facile à produire en plus. Non, Ah ouais, une c'est des algue. espèces, en Europe, c'est des espèces d'algues qui sont, il y a les UV, tout ça, la photosynthèse, puis ça tourne dans des espèces d'eau, tu sais, comme une espèce de rivière, ça tourne, et puis il y a un endroit qui va filtrer les algues, et puis on récupère toutes ces algues dans un panier à filtration, et puis au bout d'un moment, on en fait une espèce de pâte, après on la fait sécher, on en fait des spaghettis, puis on les vend dans le commerce ou en pilule, lyophilisée, tu vois. Mais alors, quand tu vends à une bourgeoise du 16e ces pilules de spiruline en lui disant que ça va remplacer ces protéines, je rigole, tu vois. C'est comme tu vas, je sais pas, moi, chez le boucher, tu prends un morceau de steak comme ça, tu vois. C'est l'arnaque des marchands, tu vois. Les marchands sont dans le temple. Ils y sont partout, ils rentreront, hein. Tous les temples qu'ils trouveront, ils y rentreront, hein. Alors, on me dit aussi, que pense Franck Delavier de la théorie de Roger Domergue et Jean Gauthier qui explique le caractère juif, gros nez, lèvres charnues par l'endocrinologie et la fabrication anormale d'hormones dues à la circoncision rituelle au 8e jour. Mon Dieu. C'est affligeant. C'est de la connerie. Si les juifs, ils ont un grand nez, et puis... qu'est-ce qu'il dit, un grand nez, quoi? Grand nez parce que ce serait expliqué par l'endocrinologie et la perturbation des glandes, puisqu'il y a une puberté qui se provoquerait en fait au 8e jour. Et moi, ils m'ont circoncis, et puis... Ah oui, mais moi, ils m'ont circoncis après, c'est vrai. Ah donc, oui, c'est après. C'est le 8e Oui, jour parce que c'est important. C'est le 8e jour. Le 8e jour parce que c'est un moment de la puberté, de la première mais non, puberté. Mais c'est des conneries. Pour moi, c'est de la stupidité. Si les juifs ont un grand nez, alors pas tous, hein, bien sûr, tu vas voir Netanyahou, il n'a pas un grand nez, hein, il a un nez normal. Hein. Mon copain Ziv Lesner en Israël, il a un nez normal. Mais si les juifs ont un grand nez, c'est tout simplement qu'ils viennent de régions orientales, plutôt sèches, et qu'en général, dans ces régions-là, hein, ils viennent en général, hein, et que, bon, bah, évidemment, c'est un gène qui devait se passer par les mamans, hein, plus aussi par les mamans, et que ce grand nez typique des régions sèches, bah, c'est un nez avec des cartilages. Les Africains, ils ont le nez large, hein, pour une atmosphère humide, il n'y a pas de poussière. À partir du moment où tu as une zone poussiéreuse, donc moins humide, moins équatoriale, avec des vents de poussière, le nez, il se projette en avant, avec vous savez, regardez, comme vous voyez là, avec les cartilages, un peu, moi j'ai d'origine méditerranéenne de par ma maman, hein, donc le nez qui part un peu vers l'avant, et on y met des grands poils noirs avec du mucus qui arrête les poussières. Donc, si le juif il a un grand nez, c'est pas pour respirer les affaires, hein, parce que c'est juste une culture. Non, mais c'est de la connerie. C'est uniquement parce qu'il a des origines génétiquement de peuples qui viennent, hein, surtout du côté de sa maman, de régions où il y avait un peu poussiéreuse, où il y avait une adaptation climatique. Hein, bah oui. Puis l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Mais la femme a du flair. Voilà. Et si toi, tu as le nez un peu plus large, et encore pas beaucoup parce que. Pas trop, moi c'est le côté nordique. Voilà, mais on voit un tout petit peu, on voit, mais tu as hérité. Si les Africains ont le nez large. Moitié. Voilà, si les Africains ont le nez large, en général, c'est parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette histoire de poussière. Hein, et donc, ils ont le nez le maximum ouvert pour pouvoir respirer un air qui est dépourvu de poussière parce qu'il pleut tout le temps et c'est humide. Voilà. Et puis dès qu'on arrive en Éthiopie, on s'aperçoit que ça rétrécit. Voilà, les Éthiopiens, ils n'ont pas du tout le nez large. Le bonnet éthiopien, avec des traits beaucoup plus fins, entre guillemets, qui sont en des traits d'adaptation à la poussière, au terrain poussiéreux. Et puis là, c'est le grand nez méditerranéen, c'est le Corse méditerranéen avec son grand nez, tu sais, on voit souvent ça. Et puis dès qu'on passe dans les climats plus froids, on voit un rétrécissement du nez, parce qu'autrement ça gèle. Voilà, les appendices gèlent. Alors, on me demande... C'est de la stupidité. Hein. Ah bah écoute, on va continuer dans la stupidité. Quel sport correspondrait le mieux à Tepa selon sa morphologie?
Je rappelle, c'est la question qui a recueilli le plus de j'aime. Comme quoi, le système des j'aime, j'ai toujours dit que ça c'était un truc à encourager les trolls. Mais bon, voilà, je n'esquive pas la question. Alors, tu vois, c'est quoi moi Alors, je fais du tennis, du foot Ouais, et un peu de gymnastique. comme on dit, tu as une bonne perception de l'espace, du temps instantané. Alors ça, c'est souvent un truc des Africains. Alors pas uniquement des Africains, hein. C'est la perception instantanée du temps. La perception de l'espace où il est. Parce que lui, comme je dis tout le temps, l'Africain, à cause de la nature très... la nature luxuriante, le fait de cette compétition de la nature sur une zone tropicale où il y a beaucoup de calories, donc la nature est luxuriante, et il y a un combat de la nature entre elles. Donc, il faut avoir l'Africain est dans l'instant, justement, pour pouvoir lutter dans l'instant, tu vois. Donc, il y a une bonne perception de l'instant. Alors que l'Européen, lui, en général, il est plutôt dans la projection future, il est dans le calcul, tu vois. Le calcul de l'hiver, gérer, accumuler, gérer pour passer le futur. C'est-à-dire, pour l'Européen, le danger, il est au loin. Pour l'Africain, le danger, c'est maintenant. C'est maintenant, ouais, d'accord. Je vis l'instant présent. Donc je suis important. dans la jouissance, dans l'instant présent, je vis et je règle les choses à l'instant présent. Mon esprit est en permanence dans le présent. J'ai plus de mal à me projeter dans l'avenir. Pas tous les Africains. Je parle globalement. Non, non, mais c'est compréhensible par rapport à l'environnement. Voilà. Ça fait le jazzman qui improvise vite, ça fait le boxeur qui arrive sur le terrain, pam, qui sait où il est, et ça fait même le danseur qui est capable d'improviser, tu vois. Ça fait le portier de boîte de nuit. Alors, il n'est pas portier de boîte de nuit parce qu'il est con, il est portier de boîte de nuit parce que psychologiquement, il sait reconnaître un mec qui a des problèmes. Il a tout de suite vu ce signe, son esprit en permanence est dans l'instant présent. Il est ici maintenant. Tu vois. Alors que l'Européen, il est dans la projection future. C'est-à-dire qu'il est handicapé dans le présent. Par contre, dans le futur, il est capable de te prévoir une saloperie à distance. Tu vois, il est capable de faire de la gestion. Là, lui, il va agir comme ça. On va lui faire ça, et il va tomber boum boum. Tu vois, ça, c'est l'Européen. Parce que sa vision de survie, c'est l'avenir. Prévoir l'hiver, accumuler, gérer, se protéger de la mort de la nature. Donc, on est tout le temps dans l'accumulation. On fait des maisons, on fait des maisons avec des gros murs. On accumule des denrées, on met des pommes à la cave. On fait des chauffages centrales pour prévoir l'hiver. On accumule du bois, on coupe le bois. L'Africain, il ne va pas couper du bois. Oui, c'est vrai, Il n'a pas chauffé. Il n'a même pas de besoin réellement d'une maison, si tu veux. La hutte en terre, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'avoir un château avec des... La nature lui offre tout, si tu veux. Sauf maintenant, avec la gestion européenne qui est venue, il est passé pas en surabondance, mais il est passé en régulation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une régulation des naissances par la maladie. Donc les Africains n'ont jamais été très nombreux en Afrique, et on regarde dessus, on a beaucoup d'enfants. Les Européens aussi, mais d'une façon différente, avec une puberté un peu plus tard. Donc grosso modo, ils en prenaient un peu moins, hein, mais ils étaient obligés. Mais l'Africain, en général, lui, c'est le combat